Alors, je suis très content d'être là parce que je suis né à Versailles moi aussi. Oh Donc c'est un retour aux sources. Je suis ravi de vous accueillir dans cette belle ville. Le retour du roi. Et par contre, la clinique dans laquelle je suis né, elle n'existe plus. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ne sais pas pourquoi, mais j'espère que c'est pas de ma faute. Tout va bien. Alors, quel est ton parcours, Aymeric? Donc moi, je suis consultant SEO depuis plus d'une dizaine d'années, avec des aspirations pour tout ce qui est technique. J'aime bien les migrations de sites, j'aime bien tout ce qui est web perf aussi, et j'aime bien triturer Google dans tous les sens, comme d'autres référenceurs. Et pas que. Aymeric, je te laisse la parole. C'est Ça à marche. toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc la présentation, je vous l'ai dit un petit peu à l'oral, je travaille pour Havas Market. Alors Havas, c'est un gros groupe, et nous, on est une petite agence dans le grand groupe qui fait du SEO, du SIA et tout ça. Je le précise parce que on n'est que 15 SEO. Alors souvent, on dit Havas, ouais, vous devez être plein, vous devez être super nombreux. En fait, on n'est pas si nombreux que ça. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Google, de ce qui peut se passer de bizarre et d'étonnant dans les pages de résultats. Alors, vous avez certainement des exemples, vous aussi. Moi, je vais vous partager des petits retours d'expérience sur des choses un peu étonnantes, des aberrations de Google. Et puis après, on va voir qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans les pages de résultats, mais parfois, c'est de la faute des référenceurs ou des administrateurs ou des webmasters qui ont fait des erreurs. Et donc, on va creuser ça ensemble aussi, parce que Google, normalement, fait bien le job, c'est pas toujours le cas. Mais nous aussi, on fait des erreurs et il faut savoir les trouver pour corriger les problématiques. Alors pour commencer, un truc qui ne marche plus, mais qui est resté plusieurs mois en ligne, quand on tapait la Tarentaise, alors c'est une vallée montagneuse des Alpes, Google FR, langue française, le Knowledge Panel, on a la Tarentaise qui est écrit en chinois simplifié. Alors je parle pas chinois, j'ai appelé un copain qui m'a dit en fait, c'est la Tarentaise en phonétique. Super, donc là Google, gros bug. Je me suis dit, tiens, et si je prenais cette petite phrase, la Tarentaise en phonétique, et que je la mettais sur Google chinois, en langue chinoise? C'est en français. Voilà. Donc voilà, ça se passe la balle. Alors par contre, là, j'ai pas la solution, c'est un truc bizarre. Ça marche encore, si vous faites le copier-coller, ça le fait encore, donc c'est super bizarre. Alors, je suis tombé vraiment dessus par hasard. Il doit y avoir certainement le même comportement sur d'autres requêtes, mais c'est très étonnant parce que effectivement, on se demande pourquoi Google, il sait gérer les langues quand même. Donc là, c'est un peu un truc tordu dans le Knowledge Panel. Ah oui, je précise, Knowledge Panel, parce que le Knowledge Panel, c'est le panneau que vous avez à droite, et on confond souvent, on appelle ça le Knowledge Graph. Le Knowledge Graph, c'est tout l'algo qu'il y a derrière qui raccroche les entités entre elles. Et l'arc de triomphe, là, ça marche. Là, j'ai tapé arc de triomphe en chinois, enfin, je l'ai copié-collé. En phonétique, et donc là on voit que j'ai bien le titre français et le titre chinois, ce qui me permet de me repérer un petit peu. Autre exemple, donc là c'est Aurélien Dolphos, un référenceur que j'apprécie beaucoup, qui m'a donné cet exemple. Il n'y a pas de rich snippet en fait sur les articles, et pendant quelques semaines, pour une poignée d'articles, Google s'est mis à afficher des rich snippets avec des étoiles sur des articles du monde. On n'a pas su pourquoi. On s'est dit peut-être qu'il y a des redirections de 301, de pages qu'on dénote vers ces pages-là. Truc bizarre. Après, Google, il y a des bugs aussi. Vous l'avez vu dans les pages de résultats. Des fois, il se passe des choses un petit peu étonnantes. Ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est Marie-David Thion qui a fait une conférence tout à l'heure. Elle a mentionné ça quand on tape le nom de ce cycliste sur Google FR. Il y a 2 résultats de Wikipédia. Je suis sur Google FR, alors je crois que c'était peut-être même google.be. On se demande pourquoi Google nous sort la page Wikipédia en anglais, ça prend plus de place, c'est pas forcément utile. D'ailleurs, je tiens à préciser que Wikipédia n'utilise pas de balisage hreflang, donc ça marche un peu par l'opération du Saint-Esprit, toutes les connexions, mais j'ai vérifié, je me dis tiens, peut-être qu'ils n'ont pas bien implémenté les balises hreflang, mais en fait, ils en ont pas du tout. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs que Google fait du squattage de Wikipédia, encore une fois, dans les pages de résultats. Alors, les résultats à côté de la plaque. J'ai essayé de trouver des images, vous avez vu, qui marchent à chaque fois. Là, c'est un exemple. J'ai travaillé pour un site d'offres d'emploi. Et donc là, on tape stage football sur desktop. Et on a des offres d'emploi pour Red Star Football Club, pour travailler en tant que stagiaire ou community manager chez Footbar. Ça, c'est sur Google Desktop. Et la même requête sur Google Mobile, j'ai des stages pour les enfants à la PSG Academy. Donc ça, c'était assez surprenant parce qu'effectivement, il y avait un comportement complètement différent entre desktop
et mobile. D'un côté, ils pensaient que je voulais faire un stage dans une boîte qui parle de foot, et de l'autre côté, que je voulais faire un stage cet été pour taper dans un ballon. Ça marche plus, c'est-à-dire que Google a compris, et c'est ça qui est intéressant de voir l'évolution de l'algo. Aujourd'hui, quand on tape stage football sur desktop, bah, ça affiche la même chose que sur mobile. Donc je pense que Google a compris que son bloc Google for Jobs, il avait aucun intérêt. Elle est où la bouteille, pardon. Excusez-moi. Je bois. Voilà. Donc ça, truc un peu étonnant. Et puis un autre exemple que Nicolas Nguyen, présent ici de CMJ, m'a donné hier. Là, c'est quand Google est à côté de la plaque et qui détecte pas l'IA. Là, c'est un site qui a été fait avec de l'intelligence artificielle. Donc c'est du GPT-3, tout ça. Donc c'est du texte généré. Alors le screenshot, on a l'impression que le texte est bien, mais en fait, quand on voit l'article en entier, la requête, c'est comment fixer des panneaux en bois sur un balcon sans faire de trous. Enfin, là, je l'ai mal tapé, mais c'est ça l'idée. Et on voit en position 0 un texte généré par GPT-3. Quand on voit le texte, on se rend très vite compte que c'est généré par GPT-3 et potentiellement ça a été mal généré parce que les paragraphes ont dû être faits séparément et à chaque fois il y a le même début. Le même début de phrase, cependant, enfin il y a des choses un peu tordues qui se passent. Donc pour moi, je trouve que c'est à côté de la plaque parce que ça met en position 0 une page qui n'est pas du tout conviviale. Moi, quand je veux percer, enfin, ne pas justement faire de trous sur mon balcon pour fixer des panneaux en bois, je m'attends à voir des images, des explications. Et en fait, là, dans le texte, ça décrit des trucs en respectant une distance de 20 à 50 cm, etc. Et puis quand on regarde plus bas, il y a des trucs un peu techniques avec des histoires d'angles et tout, et page pas idéale. Donc petit raté pour Google, en tout cas sur cette requête. Alors ça, c'est mon passage préféré, parce que on va parler un peu de netlinking, et c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'il y a eu des pénalités, Google Pingouin, etc. Et donc on fait plus attention. Les encres optimisées, on évite, on en fait moins, mais il y en a pour qui ça marche très bien. J'ai tapé Nike TN pas cher, c'est un modèle de Nike, et le premier site qui remonte sous Google Shopping, c'est un site qui s'appelle sip50.fr, Nike TN pas cher, homme, machin, etc., avec des métadescriptions spéciales, Nike TN pas cher, chaussures avec le prix le plus bas, et TN requin noir confortable, donné ici. Ah, je serais content, ça me donne pas trop envie de cliquer. Et en dessous, donc j'ai quand même Cdiscount et AliExpress. Et eux, ils se positionnent bien devant. Comment c'est possible qu'un site aussi moche que ça se positionne? Alors Google, ils ont un petit graphe qui est très intéressant, mais je ne l'ai pas retrouvé, mais ils ont un graphe qui montre tous les sites de spam qu'ils ont fait annuler dans le temps en disant on est de plus en plus fort, etc. Arrêtez de faire les malins avec les liens parce que vous allez vous faire toper. Mais là, on voit que ça marche encore, parce que ça, c'est la page du site. Alors, HTTP, non mobile friendly, pas de contenu parce que c'est Uniframe, et en plus, c'est Uniframe qui elle-même a Uniframe dedans. C'est-à-dire que la page, quand on regarde le texte, bah, il n'y en a pas. C'est une espèce d'intégration un petit peu tordue. Et le profil de lien, je vous le présente tout de suite, vous allez voir qu'on peut tout faire avec Google, puisque les encres de liens les plus fréquentes sont des encres suroptimisées, Nike, TN, pas cher, etc. On est sur un site qui a 700 domaines référents. Vous ne le voyez pas, mais il y a du .jp, du .org, du .us, du .net, du .gr, du .biz, avec des noms de domaines très très moches, genre c1.biz, xrea.jp, enfin voilà, des trucs un peu spammy. Alors j'ai creusé parce que je me suis dit quand même, c'est incroyable quand on regarde la page, c'est vrai qu'il n'y a pas de contenu. Alors les liens, c'est fort, ça marche, c'est une requête hyper concurrentielle, donc là le poids des liens est le plus fort. J'ai essayé de la regarder. Alors quel est l'outil qui permet de voir ce que voit vraiment Google? Vous avez une idée? Hormis si je n'ai pas accès à la Search Console, comment je peux voir le code que Google récupère? Google, l'outil de test mobile de Google, effectivement. Ça permet de voir la page que vous avez à gauche. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en user agent Googlebot dans mon navigateur. Donc j'ai changé le user agent. Et on voit cette page qui s'affiche. Donc ça veut dire que ça, c'est ce qui renvoie à Google. Mais alors je ne sais pas comment ça marche. A priori, j'en avais déjà parlé à Vincent Courson quand il me bossait sur la partie spam. Et je lui disais, là ça s'est calmé, hein, parce qu'il n'y a qu'un seul site de spam qui remonte sur cette requête. À l'époque, il y en avait beaucoup plus. Et je me dis, mais comment ça se fait que Google n'arrive pas à dégager ces sites qui sont quand même facilement grillables? Et il m'a dit, le problème, c'est que si on casse ce site-là, si on le désindexe, il recommence.
ils en font un autre. C'est des gros systèmes derrière et ils en font à l'appel. Et donc Google a toujours du mal avec ça. Peut-être que Nike s'en occupe pas bien, parce que si vous vous amusez à taper des requêtes de type chaussures Louboutin avec le nom d'un modèle pas cher, là tout en bas de la page de résultats, vous allez voir qu'il y a eu plein de plaintes d'IMCA. Parce que justement Louboutin ils ont dit attention, il y a des sites qui utilisent notre marque, etc. Ils n'ont pas le droit, et donc ils se sont fait dégager des pages de résultats. Là sur pas mal de requêtes Nike, je pense qu'il y en a d'autres, hein, Sac Longchamp ou des trucs comme ça, tout ce qui est luxe ou un petit peu cher, c'est là où il y a de la contrefaçon. Ça veut dire qu'aujourd'hui Google il a quand même lâché un petit peu de lest, c'est ce que je pense. Sur les encres optimisées. On fait encore très attention en se disant oui, il ne faut pas qu'il y ait plus de 10-20% d'encres optimisées, des fois j'entends 30%. Ce site-là, il en a 70. Et ça marche. Les canonical. Alors là aussi, invention de Google pour lutter contre le duplicate parce qu'ils n'arrivent pas, donc ils demandent au webmaster de le faire pour eux. J'adore cet exemple. C'est un site d'offres d'emploi sur lequel j'ai travaillé. Dans la page de gauche, on a une page qui nous affiche les offres d'emploi pour les opérateurs de saisie à Clichy. Dans la partie de droite, on a des offres d'emploi pour être responsable logistique à Mérignac. A priori, il n'y a pas trop de lien entre les deux. Pourtant, Google nous dit que la page n'est pas indexée, que la page est en double et que Google n'a pas choisi la même URL canonique que l'utilisateur. Donc la page de gauche, c'est celle que je regarde dans la Search Console, et la page de droite, il me dit non, en fait, la vraie page pour ce que tu me présentes, c'est responsable logistique et pas opérateur de saisie. Pourquoi ce phénomène? Parce qu'on a des pages qui sont très très larges, qui présentent des offres d'emploi beaucoup plus larges que Mérignac ou que Clichy. Et puis pareil, opérateur de saisie, on voit que les premières offres, c'est gestionnaire des opérations, assistant comptabilité et contrôle. Google, il ne comprend pas. Il y a trop de choses différentes, il y a trop d'infos différentes dans la page. On a exactement le même comportement sur des pages offres d'emploi qui sont vides. C'est-à-dire qu'on avait des pages d'offres d'emploi où il y avait une ou deux offres. Et en fait, Google, il indique que la page n'est pas la bonne, il utilise une autre canonique parce qu'il n'a pas de repère sur les pages qui ont peu de contenu. Voilà, donc ça, comportement étonnant. Et je vous ai fait une petite capture pour vous montrer effectivement ce qu'indique Google. Il nous dit, voilà, l'URL canonique déclarée par l'utilisateur, c'est opérateur de saisie, ville de Clichy. Et Google, il pense que la meilleure page, c'est responsable logistique à Mérignac. Gros fail. Quand Google se perd dans son crawl, là aussi, et c'est un phénomène qui dure et qui est de plus en plus sévère, je trouve, on a un petit bout de code JavaScript dans une page, et puis à un moment, on a dans le bout de code JavaScript un slash avec un numéro. Donc ça, c'est pour afficher le bloc du store locator, etc. Google, dans le code, il voit ce petit bout de code JavaScript, il voit un truc qui commence par un slash, il se dit « Waouh, c'est une nouvelle URL ». Et donc, Google, il va crawler domaine.fr / le numéro. Sauf qu'en l'occurrence, ça ne répond pas, c'est une 404. Il faut savoir que quand vous avez un bout dans votre code HTML qui ressemble à une URL, Google, il y va. C'est-à-dire qu'avant, il crawlait que les liens. Là, vous avez un slash, il se dit, ça y est, c'est une nouvelle URL pour moi, j'y vais. Et il y va, hein, il y va. Pourtant, il se prend plein de 404, mais tant qu'il n'y est pas allé, il ne sait pas ce qu'il y a. Donc il y va encore, bêtement. Et parfois, ça peut représenter une part importante du crawl, parce que là, sur ce site, les 404, ça fait 21%, à cause de cette problématique. Donc pas idéal. Faites bien attention, justement, j'en parlais avec David Grou hier soir, dans votre code, de faire en sorte que tous les éléments JavaScript qui pourraient induire Google en erreur, ou il pourrait détecter une URL, il faut essayer de les masquer dans la mesure du possible. Au niveau des redirections, pareil, on a des petits comportements qui sont assez étonnants. Alors, faire une conférence sans parler de 301, je trouvais ça dommage, donc j'ai fait un petit paragraphe spécifique dessus. Priceminister.com a changé de marque il y a de ça quelques années. Je n'aurais pas voulu dire la date exacte, mais ça devait être en 2018-2019. Et aujourd'hui, quand on tape site.priceminister.com, on voit qu'il y a encore 2 830 000 résultats dans l'index de Google. Le premier point, c'est qu'il y a effectivement une rémanence des URL dans les pages de résultats. Et ce que je vous ai fait comme screenshot à droite, c'est une chaîne de redirection qu'il y a en fait sur ces URL. Google a énormément de mal à digérer les chaînes de redirection. Et très souvent, on a des redirections d'une ancienne URL qui serait en HTTP vers une nouvelle URL en HTTPS, et après, ancienne URL vers nouvelle URL, donc ça crée des chaînes. Là, c'est une autre problématique par rapport au site, c'est un changement de répertoire.
Google dit qu'il est capable de suivre jusqu'à 5 redirections. Alors je ne me suis pas amusé à le faire, peut-être qu'il le fait, mais en tout cas pour lui c'est des temps de traitement très compliqués. Et puis ça me permet aussi de vous parler de la commande site de points, qui est assez étonnante. Là, c'est mon site, yapadquoi.com, donc c'est mon blog. J'ai fait plein de tests dessus en ce moment, c'est assez marrant. On fait site de points dessus. Et j'avais mon client Euromaster qui avait un problème d'indexation sur une page. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en bas de ma page sur mon blog une nouvelle URL, donc yapadquoi.com/pagetest.html. Et puis cette URL-là, je lui ai fait faire une redirection vers la page de mon client. Et donc Google a réussi à indexer la page de destination. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai jamais eu de page sur mon site qui parlait de tous les combien je dois faire réparer ma voiture. Il n'y a jamais eu ce contenu. Et là, il a récupéré le contenu de la page de destination et il me l'affiche comme si ça avait été sur mon site, alors que ça n'a jamais été sur mon site, cette page. Et d'ailleurs, c'est là où c'est trompeur quand vous utilisez site de points, parce qu'on pourrait croire que cette page est indexée sur mon site, mais en réalité, quand on tape un bout de texte, entre guillemets, pour trouver la phrase sur Google, c'est uniquement le site de mon client qui remonte, et pas ma page de blog, qui a juste servi à faire de l'indexation. Alors là, on a vu pas mal de bugs et de trucs bizarres qui se passent sur Google. Donc, effectivement, il y a des trucs qui coincent parfois. Parfois, on pense que Google perd le contrôle. Mais en fait, ça se passe ailleurs. Là, on est sur Google News, on a des titres qui sont coupés. Alors, j'ai pas mal creusé le sujet, parce que je ne comprenais pas, ça m'agaçait. Je me dis, pourquoi il y a des titres qui sont coupés, pourquoi il y a des titres qui ne sont pas coupés? États-Unis face aux conservateurs, machin, etc., on voit que ça s'arrête par U. Pareil pour la deuxième actu, on n'a pas la suite. On se dit quand même, Google, il présente des pages pas très clean, quoi. Il ne sait pas mettre 3 petits points et puis la suite. Non, il coupe les phrases, il coupe les mots direct comme ça. Et quand on regarde la doc de Google, sur Google News, ça nous explique que les headlines, donc le titre de l'article, ne doit pas dépasser 110 caractères. Donc là, je me dis, ah ouais, ils sont comme ça, Google, ils voient 110 caractères, le 111e, ils le coupent. C'est un peu gonflé. Mais pourtant, pour certains, il y a beaucoup plus. Yahoo, 189 caractères, tout est affiché, avec 3 petits points à la fin en plus. Le Monde, tout est affiché, 146 caractères. Du coup, j'ai creusé, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les développeurs, on leur a dit, quand tu mets dans tes données structurées le titre de l'article, il ne faut pas que ça dépasse 110 caractères. Et quand on regarde les données structurées, on voit que c'est tout simplement les sites qui ont coupé les titres, et pas Google qui a coupé les titres. Donc là, c'est d'autres articles. On voit sur France Info, guerre en Ukraine, ce jour-là, j'ai voulu me suicider, enfin libérer, ces Ukrainiens racontent les sévices, on s'imagine les sévices. Et puis pareil, à droite, conductrice du bus l'a montré à... Et ça s'arrête. Et là, c'est tout simplement les webmasters, en fait, qui ont renvoyé une partie de titre coupé, et Google, il prend tout simplement ce qu'on lui donne. Alors là, je vais parler vous avez entendu parler de cette histoire de Total, la page d'accueil de Total Énergie a été hackée. Oh, terrible, incroyable. Total n'est pas seulement un profiteur de la crise, ses profits sont réalisés sur des vies humaines en fournissant le carburant aux avions russes. Dans les pages de résultats de Google, quand on tape Total. Très classe. Alors il y a beaucoup de gens qui ont dit « ouais, ils sont fait hacker, comment ça s'est passé, pourquoi, etc. » Et puis il y a quelqu'un, Sylvain Lannéry de l'agence Eskimos, qui m'a envoyé toutes ces captures d'écran. Et lui, il avait bien creusé le truc à l'époque. Et en réalité, sur la page en question, il y avait un petit fil Twitter de Total Energy. Ils avaient mis un widget sur leur page. Et Google a décidé que la métadescription qui était dans la page était pas folle. Il a préféré reprendre le bout de ce tweet, donc qui apparaissait sur la page d'accueil dans le widget, plutôt que la métadescription donnée par le webmaster. La métadescription, de plus en plus, on voit que Google aime bien faire sa sauce quand même. S'il sent qu'il y a un gros décalage par rapport au contenu de la page, il peut décider de choisir autre chose. Et là, en l'occurrence, il a pris un bout de tweet qui était présent sur cette page. Dommage, c'est embêtant pour Total surtout. Alors là, je vais vous montrer une petite chute de trafic. Vous allez voir, hop. Alors là, c'est même plus une chute de trafic, c'est les analyses des requêtes. Alors j'ai eu ça sur un site, plus aucun crawl de Google. On se dit, ouais, pourtant, quand je vais sur le site, là, sur la période creuse, là, par exemple, si je vais le 26 mai sur le site web en question, la page s'affiche nickel.
trop bien. Site joli, responsive, tout ça. Et pourtant, mon crawl de Google, il s'est arrêté net. Alors, ça peut s'arrêter net si on éteint le serveur, mais là, ce qui est étonnant, c'est que le serveur, il marchait, quoi. Quand moi, j'allais sur le site, ça marchait, pourtant Google, lui, il n'avait rien. En réalité, c'est un site qui utilisait beaucoup de JavaScript, et il passait par un service externe pour envoyer du contenu à Google, qui s'appelle prerender.io, pour ceux qui connaissent, qui permet justement de pré-mâcher le JS pour envoyer à Google un beau bout de code HTML. Sauf qu'en l'occurrence, prerender.io, il y avait un problème de configuration, et il renvoyait ça à Google. Il renvoyait un peu comme si Google essayait d'afficher un fichier zip, quoi. Donc il voyait rien. Et en plus, ça répondait très lentement, parce qu'il y a justement un problème de configuration sur prerender.io. Encore une fois, l'outil de test mobile, c'est une vraie clé. N'hésitez pas à l'utiliser, ça vous montre ce que voit Google, ça vous montre le code source que récupère Google, et aussi tous les entêtes HTTP. Et il peut se passer plein de trucs dans les entêtes HTTP, on va voir ça par la suite. Ah, le robot.txt. Allez, je parle un petit peu de technique quand même, parce que c'est ma cam. Parfois, on pense que Google perd le contrôle avec le robot.txt. Mais en réalité, c'est l'utilisateur. Parce qu'il faut bien lire la doc du robot.txt, il y a plein de trucs bizarres. Donc là, on a des isolos, on interdit à Google d'aller crawler plein de répertoires, dont le répertoire thème. Mais vous savez que Google aime bien lire les CSS et les fichiers JS. Donc juste en dessous, il y a deux lignes qui disent je t'autorise à aller visiter tous les fichiers JS et CSS qu'il y a sur le site. Au premier abord, cette règle, elle vous paraît correcte, non? Ah, merci. Bon, elle n'est pas correcte. Quand on teste, pareil, un outil super, l'outil de test du robot.txt, il est génial, parce que justement, ça me dit que, donc là, j'ai tapé theme/discovery/main.css, et il me dit que c'est bloqué, parce que j'ai interdit de crawler le répertoire thème. Et pourtant, j'ai mis une petite autorisation sur JS et CSS. Ça ne veut pas. Il faut savoir que quand Google a ce type de règle, il utilise la chaîne de caractères la plus longue. Et comme /thème, il y a plus de caractères que étoile.js, étoile.css, et ben c'est /thème qui prend le dessus. C'est vraiment le nombre de caractères qu'il y a sur ma ligne. Donc voilà, en fait, ce qu'il fallait faire, c'était mettre hello/thème/ étoile.js, étoile.css. Je vous le redis parce que je l'ai vu dans pas mal de robots.txt et je me suis rendu compte que des personnes pensaient bien faire en utilisant des règles très courtes, étoile.js, étoile.css, mais c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Donc là, c'est la petite phrase qui explique dans la doc de Google. La règle la plus spécifique en fonction de la longueur de son chemin. Alors là, petite question. En cas de règle contradictoire, si j'autorise le crawl sur /folder, et si je mets un dishello sur /folder, à votre avis, qui gagne? Combien pour le hello? Vous êtes timide. Combien pour le dishello? Perdu. Là, c'est la règle la moins restrictive qui gagne. Voilà, quand il y a des règles contradictoires sur une même URL, c'est la moins restrictive. C'est un peu l'inverse d'ailleurs que le noindex, parce que vous savez que si vous avez deux instructions dans une page où on met une méta-robot index et une méta-robot noindex, là, c'est le noindex qui gagne. Mais dans le robot.txt, c'est la règle la moins restrictive. Donc pour tous ceux qui ont levé la main, maintenant, vous le saurez. C'est aussi l'objectif, transmettre des petits trucs qu'on découvre au fur et à mesure. Alors parfois, Google se perd un peu aussi avec ses crawlers. Là, je vais vous parler de crawl budget. On est sur un site qui a 2500 pages indexées. Petit site. Pourtant, la page explorée par jour, c'est un screenshot de l'ancienne Search Console. J'ai à peu près 400 000 URL visitées chaque jour sur ce site. Incroyable. J'ai même un pic à 1 200 000 URL. Alors, il faut savoir que je ne peux pas vous donner le nom du site, c'est pour ça que j'ai tout masqué. Mais c'est un site qui a plein d'autorités, qui a plein de liens de plein de sites de très gros médias, etc. Donc, très intéressant pour Google. Et puis, en réalité, quand la courbe, elle est... Ah, mais je ne peux pas sauter, c'est en haut. Mais quand la courbe, elle est hyper basse, on a l'impression que Google s'arrête de crawler, mais en fait, c'est juste que l'échelle est tellement énorme qu'on ne se rend pas compte que Google crawl quand même à cette période-là. Donc là, j'avais creusé, je dis pourquoi, sur un petit site avec 2500 URL, Google visite 1 million de pages en une journée. Ça fait beaucoup, hein. 1 million de pages en une journée, ça fait, genre, j'ai plus le truc en tête, mais je crois que ça fait entre 12 et 13 requêtes par seconde. Ça veut dire que le serveur, il s'en prend plein la pomme, hein. Alors, il y a Google, il y a Bing et tout, donc il faut quand même avoir pas mal de ressources derrière. En réalité, ce qui s'est passé,
Alors je l'ai filtré tout en haut, mais la première URL qui est masquée, là, qui a eu 1 125 627 hits, ça représentait 92% du crawl. C'était une seule URL avec plein de paramètres derrière. Alors les paramètres, ils changeaient, en fait, c'était un genre de moteur à facettes. Et Google, il passait son temps à essayer plein de paramètres parce qu'il y avait des menus déroulants avec des liens, et donc il essayait toutes les combinaisons. Et là, on pourrait se dire, oh là là, c'est pas bien, crawl budget et tout, pendant que Google crawl toutes ces URL-là, il ne crawl pas les URL importantes, c'est ce qu'on pourrait se dire. J'ai vérifié pour voir si c'était vrai. Donc j'ai pris un jour où Google crawlait normal, c'est-à-dire pas beaucoup, et j'ai pris le jour du pic pour regarder ce que Google crawlait. Et en réalité, toutes les pages importantes que vous voyez en dessous, elles sont crawlées à la même fréquence. Ça veut dire que Google, il est capable d'élargir sa capacité d'exploration tant qu'il ne fait pas tomber le serveur. Si le serveur répond bien, et si c'est un serveur d'autorité, un site d'autorité, pardon, où il a besoin de découvrir du nouveau contenu parce qu'il y a des liens vers cette page et après il essaie les paramètres, il y va, ça ne pose pas de problème. Par contre, si jamais, quand il lance ses requêtes, ça ralentit un petit peu, il sent que le serveur a du mal à répondre, Google il va se calmer parce que son objectif, c'est pas de casser les sites web qu'il visite. Ils ont des systèmes qui détectent justement si c'est de leur faute que le serveur ne répond plus. Le crawl budget, c'est important que pour les gros sites. J'entends souvent, ouais, j'ai un petit site de e-commerce, il y a 5000 pages et tout, et Google, il crawl plein d'URL bizarres, c'est embêtant pour mon crawl budget. C'est pas important, on s'en fout. C'est écrit dans la doc, Google, le crawl budget, c'est un truc qui s'active que pour les sites qui ont entre 10 000 URL qui changent très très régulièrement. On pourrait s'imaginer un site d'actu avec plein de news qui arrivent tout le temps, et entre 10 000 et 100 000 URL. Au-dessus de 100 000 URL, effectivement, il y a une vraie notion de crawl budget, mais avant, c'est pas toujours le cas. Après, ça dépend des sites, ça dépend des besoins qu'il a, etc. Donc, arrêtez de vous prendre la tête avec des crawl budget sur des petits blogs qui ont 500 pages. Google, il peut très bien crawler votre blog, il n'a pas de problème. Ah, j'ai oublié ma télé, pardon. Toc. Alors, on a vu que Google, parfois, faisait n'importe quoi. On a vu que parfois on pensait que Google faisait n'importe quoi, mais en réalité ça venait de nous, avec nos robots.txt, nos Canonical, etc. On peut quand même prendre le contrôle d'un certain nombre de choses sur Google. Le premier point, c'est en bas du Knowledge Panel, pour pas mal de marques encore, il y a ce petit bouton-là, revendiquer cette fiche info. En réalité, il faut être propriétaire d'un site comme qu'on le déclare dans la Search Console, et ça vous ouvre, si vous revendiquez cette fiche info, donc le webmaster de Monoprix, si tu es là, sache que tu peux revendiquer cette fiche info. Et l'intérêt, c'est de pouvoir éventuellement modifier des informations ou ajouter des informations complémentaires dans le Knowledge Panel. Je vous le précise parce que je l'ai vu pour pas mal de marques. Et on a eu aussi un cas client où il y avait des trucs bizarres qui s'affichaient, on s'est dit comment avoir la main, et on a vu ce petit bouton magique. Donc ça peut être intéressant. Faites la vérif pour vos clients, si c'est une marque connue, de bien prendre la main sur ces éléments du Knowledge Panel. Un autre exemple, j'entends souvent des gens qui disent « j'ai fait une analyse de mots-clés pour améliorer le SEO du site de mon client, et sur toutes les requêtes que j'ai testées, il y a beaucoup de vidéos qui remontent dans les pages de résultats, ou alors il y a beaucoup d'images qui remontent dans les pages de résultats, ou alors il y a beaucoup d'actu. » Et donc, le truc un peu rapide, c'est de dire sur les requêtes testées, je vois qu'il y a beaucoup de résultats de type vidéo, ça veut dire qu'il faut créer des vidéos. Alors oui, peut-être, mais ce n'est pas parce que Google n'affiche pas de vidéo qu'il ne faut pas en créer pour autant. Là, ce que j'ai fait, donc c'est requête sur mon nom, Aymeric Bouya, il n'y avait pas de vidéo. Moi, j'ai juste créé une petite playlist qui regroupait quelques interventions que j'ai faites. En 3 jours, il y a un bloc vidéo qui s'est affiché. Donc c'est aussi, il faut donner du contenu à Google pour qu'il puisse trouver des choses intéressantes. Et autre point important, encore David, merci pour ce petit supplément. Un autre point important, c'est les onglets que vous avez tout en haut. Actualité, images, maps, vidéo. Vous verrez qu'en fonction des requêtes, ils changent d'ordre. Parfois, il y en a qui sont masqués dans le petit menu déroulant. C'est une très bonne indication pour savoir un petit peu le type de contenu qui vont toucher la requête. Et un exemple, il y a avant ce qui se passe en Ukraine, quand on tapait voyage Ukraine, il y avait plutôt image devant et pas actualité. Aujourd'hui, c'est actualité qui est passée devant, parce qu'il y a beaucoup d'actualité sur le sujet, sur le pays, et donc Google inverse en fonction des requêtes les positions de ces petits boutons actualité image et maps en haut.
C'est intéressant à regarder. Et puis, un autre point, alors LinkedIn, on en parle de LinkedIn, on en parle des gens qui s'autocongratulent et qui s'autokiffent sur LinkedIn, j'en peux plus. J'en veux plus. Alors entre LinkedIn où tout le monde se la raconte et Twitter où tout le monde s'insulte, un peu dur les réseaux sociaux en ce moment quand même. Donc là sur LinkedIn, ce que je voulais vous montrer, c'était au niveau des sitelinks. Parce que effectivement, il y a quelques temps, on pouvait rétrograder des sitelinks, donc les petits liens qui apparaissent en dessous, ou les mini-sitelinks, alors pas les mini-sitelinks, mais les sitelinks, on pouvait les rétrograder dans la Search Console, maintenant on peut plus. Petit rappel, les sitelinks, ça dépend de beaucoup de paramètres, beaucoup de critères, dont le maillage interne. C'est pour ça que des fois, il y avait des pages qui étaient très maillées vers les mentions légales ou les pages contacts qui remontaient dans ces sitelinks. On peut essayer d'influencer les sitelinks avec l'élément Site Navigation Element, qui est une donnée structurée, avec les balises nav aussi dans le code HTML. Ça peut potentiellement avoir une influence. Donc alors, on ne peut pas les contrôler parce que Google fait quand même sa sauce, d'autant plus avec des interdomaines, c'est-à-dire que maintenant on peut avoir des sitelinks. Si j'ai un domaine en 3W et que mon blog il est sur blog.domaine.fr, bah, je peux avoir des sitelinks vers des sites qui ne sont pas sur le même sous-domaine. Donc ça c'est intéressant. Le problème c'est que quand c'est la période des soldes, bah, parfois les sitelinks ils remontent ici. Panneau solde, pourquoi? Parce que quand c'est les soldes, on met un gros lien solde sur la page d'accueil de son site et sur toutes les pages de son site. Le problème, c'est quand les soldes sont finis, bah ça reste. Ça reste parce qu'on a fait beaucoup de liens. Donc, quand la période de solde est finie, votre client il peut vous dire bah ouais, mais je comprends pas, il y a encore solde qui s'affiche là sur Google et c'est plus les soldes chez nous. Donc, comment on fait? Eh ben, on enlève les liens, tout simplement, vers la page solde pour essayer d'influencer et de faire en sorte que Google rétrograde cette page. On peut aussi avoir une petite action sympathique, c'est le contrôle du crawl. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, sachez que si vous renvoyez un code 503 sur le fichier robot.txt, Google arrête son crawl, complètement. C'est-à-dire qu'il coupe, il arrête de crawler le site. Il va juste crawler le robot.txt, et dès qu'il répond à nouveau, il va se mettre à recrawler l'ensemble du site. Pourquoi je vous dis ça? Quand vous êtes sur alors je ne vais pas prendre Amazon, mais si vous êtes sur la maintenance, la redoute.fr par exemple. Alors déjà, la maintenance, on essaie de faire la nuit pour ne pas trop gêner les utilisateurs. Mais des fois, c'est le matin, le lundi matin, bon allez, on fait la maintenance sur le site, on est obligé de le couper temporairement. Quand vous avez des robots aussi divers et variés qu'ils soient, Bing, Qwant, Yahoo, les crawlers de Yahoo, etc., et Google, tous ces crawlers-là, votre serveur, il se reçoit des requêtes dans la tête et donc ça lui élève sa charge processeur. Si en plus vous faites de la maintenance et que vous trifouillez vos bases de données, votre serveur il commence à s'essouffler un petit peu. Pourquoi on met en pause les crawlers de Google? Justement pour que la maintenance soit plus rapide, pour que le serveur ait rien d'autre à faire que la maintenance, et comme ça on empêche temporairement les crawlers de visiter le site, et dès qu'on réactive le robot.txt, en faisant en sorte qu'il réponde en 200, ça y est, Google se réexcite et recommence à se balader. Et je l'ai vérifié dans les logs et ça marche vraiment. Ça peut être hyper pratique sur des gros sites où la maintenance peut être un petit peu longue pour soulager les serveurs. Je ne sais pas comment je suis en timing. C'est bon? Ok. Je finis juste, dernière slide, pardon. J'adore cette balise, qui n'est pas forcément connue de tout le monde, qui permet de contrôler la désindexation de façon anticipée. On a un site d'offre d'emploi, à un moment l'offre d'emploi, elle expire parce que le client a payé 2-3 mois d'affichage et au bout de 3 mois, il faut l'enlever. Et ben, on peut mettre cette balise qui s'appelle Unavailable After, avec une date précise, et donc, quand cette date sera passée, la page disparaîtra automatiquement de l'index. C'est hyper efficace. C'est tellement efficace que j'ai essayé de le faire sur mon blog. J'ai pas beaucoup de visiteurs sur mon blog, donc je risquais pas grand-chose. J'ai mis cette balise partout, sur toutes les pages de mon site. Je l'ai fait samedi dernier, dans l'après-midi. Dimanche matin, j'avais plus de homepage qui était indexée. Alors les autres pages étaient encore indexées, mais ma homepage, elle a disparu en moins d'une journée. Beaucoup plus efficace qu'une no-index. Voilà, désindexation en moins de 24 heures. Là, les autres pages, elles sont en train de se désindexer un petit peu au fur et à mesure, mais comme Google ne crawl pas trop mon site, c'est le temps qu'il voit cette balise et qu'il la désindexe. Mais on voit que la page d'accueil, c'est une page qui crawl souvent, ça a été hyper efficace. Attention, la Search Console, c'est un bon outil, mais parfois, ça ne dit pas tout. Parce que quand j'essaye de faire indexer ma page d'accueil avec cette balise, qui dit que le site sera plus disponible, la page d'accueil sera plus disponible à une certaine date, il me dit indexation autorisée, oui. En fait, non. La Search Console, elle vous dit parfois pas tout.